Ne fuyez pas, nous sommes vos amis, ne fuyez pas. Bonsoir James, comment vas-tu? Ça va et toi, Chris? Mais ça va, ça va. Ne fuyez pas, comme disent les petits extraterrestres de Mars Attack. Tout va bien, il n'y a aucune raison de se soucier de l'état du monde actuel. Tout va bien, tout le monde a des fleurs, vous offre des fleurs. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'inquiète. N'ai-je pas raison, James? Ah oui, oui, complètement, complètement. Bon, on vit pas tout à fait dans le même monde, je pense, mais je vais acquiescer sur ce que tu dis. Parce qu'il est déjà 18 h vendredi, c'est le week-end, et tout le monde est content. Exactement. Et comme ce n'est pas une émission politique, on est là pour s'amuser avec la culture. On va parler aujourd'hui du Paris, le film des Ouais, inconnus. tout à fait. Ensuite, on enchaînera, on fera une petite visite vers le Puy du Fou. Parfait. Et puis on terminera avec un excellent dessin animé que j'ai vu cette semaine, qui est sur Netflix et qui s'appelle Nimona. Exactement. Bah écoute, je te laisse lancer, hein, on va pas faire patienter plus longtemps nos auditeurs. Eh bien, en avant, écoute. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Et nous sommes le 31 mai, vendredi 31 mai. Et tu sais quelle journée mondiale est-ce que c'est, le 31 mai? Alors, donc, ça a forcément un rapport avec le film culte que tu as choisi. Et comme c'est le pari des gens qui veulent arrêter de fumer, je pense que c'est la journée mondiale sans tabac. Exactement. Nous sommes aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Bon, bah, moi, j'en suis déjà à ma 10e cigarette, donc voilà, hein, je vous laisse constater comme je suis bien ce mouvement. Et donc, effectivement, on va parler ce soir, dans l'instant culte, du film Le Pari, le film des inconnus, un film assez vieux, mais justement sur l'envie d'arrêter de fumer et sur les addictions que procure la nicotine. Alors, Ah, est-ce que tiens, tu as d'ailleurs, vu ce film? excuse-moi, Ah, vas-y, je t'ai coupé, je suis désolé. Vas-y, terminé, après je reprends. j'ai terminé, coupe-moi, coupe-moi. Ah ben je te coupe alors. Dans tout ce qu'on a dit depuis le début là, on a fait une énorme erreur. Est-ce que tu sais laquelle est-ce? Ah, pas du tout. Que le monde va mal? Non, non, c'est sur le film Le Paris. D'accord. Eh ben Tu non, vois bah, pas? je ne sais pas quelle erreur est-ce qu'on aurait pu faire. Ah ben, depuis le début, on dit que c'est un film des inconnus, or ce n'est pas un film des inconnus. Ah, c'est un film avec les inconnus alors. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un film avec Bertrand Cantin et Didier Bourdon. Pascal Légitimus et fait un petit rôle, tout petit rôle, un rôle de, comment on appelle ça, aide-moi, une apparition. Apparition, ouais. Mais légalement, ils n'ont pas pu appeler ça un film des inconnus parce que ils étaient en bisbille alors avec leur producteur de l'époque, Paul Lederman, pour qui il n'avait pas le droit d'utiliser ce terme. Les inconnus, c'était à lui. Et tout ce qu'il faisait en tant qu'inconnu, 50% des bénéfices devaient aller dans sa poche. Et ils étaient D'accord. en procès avec lui à l'époque. Eh bien, tu m'apprends une grande chose que je ne savais point du tout. Donc, ce n'est pas un film des inconnus. C'est un film écrit par Bernard Campan et Didier Bourdon, mais ce n'est pas un film des inconnus. Et pourtant, à mon avis, hein, dans la culture populaire, on dit que c'est un film des inconnus, quoi. Ah ouais, Puisqu'on reconnaît bien leur humour hein, là-dedans. Hein. bah ouais, complètement. On reconnaît bien leur humour. Et puis bon, bah, c'est sorti plus ou moins à quelques années près, en même temps que les Trois Frères. Donc voilà, on était encore dans une époque où les inconnus, en tout cas, étaient très connus, justement. Quel est le speech? Le speech que tu racontes. Le pitch, tu peux nous le faire ou je le fais? Bah, écoute, bon, allez, je suis parti, hein. Le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est l'histoire de deux hommes, deux pères de famille, qui, sur un coup de tête, sur un pari, disent qu'ils peuvent arrêter de fumer quand ils veulent. Donc voilà, et les voilà partis pour arrêter de fumer. Et du coup, bah, c'est leur lutte pour vaincre cette addiction. Et donc tous les problèmes qui vont en découler, que ce soit des problèmes sentimentaux, des problèmes de prise de poids, voilà, des problèmes liés vraiment à l'addiction de la nicotine. Ouais, est-ce que pour toi c'est un film ou c'est un long sketch? C'est un long sketch. Ouais, c'est un long sketch. Ouais. C'est un grand. C'est la question que je me suis posée en le regardant, quoi. Parce que autant l'écriture, elle est parfaite, hein, j'ai pas de problème avec l'écriture, il y a des punchlines, le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout, ou c'est pas moi, c'est elle. Ça m'a bien fait rire, ça. C'est c'est la Du scène vin, avec ça. la Spalès, hein. Pour ceux Ouais, qui c'est ça. connaissent, elle est Chevalier vraiment drôle. Las qui joue le rôle. On se croirait un peu dans une auto-école, voilà, où il faut répondre.
y a un QCM si c'est bien ce qu'on fait ou c'est pas bien ce qu'on fait. Et donc, du coup, voilà, il joue le rôle un peu de moniteur anti-tabac et donc forcément un peu dans une secte, alors que c'est les premiers à continuer de fumer sous le chapeau d'une femme décédée de l'un. Ouais. D'ailleurs, pour cette scène, on l'a mise en teaser sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller la voir, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez regarder ça sur les réseaux sociaux de la nuit du dimanche. Mais ouais, au niveau de l'écriture, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment bien écrit, c'est drôle. Moi, c'est sur le fond que j'ai un problème. Mais je te laisse parler. Toi, tu en as pensé quoi du film? Tu en as pensé quoi, pardon? C'est un film que je regarde et que je re-regarde depuis que je suis jeune. Et c'est vrai que c'est un film. Alors, comme tu dis, hein, c'est un long sketch, c'est-à-dire qu'il y a de grosses punchlines, des moments où on rigole bien, des scènes qui deviennent cultes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur sur le fond du film et sur le fond en tout cas et la morale qu'on veut dire, c'est enfin, qu'ils ont voulu nous faire transparaître. Est-ce que ces addictions sont vraiment utiles et est-ce qu'un jour on peut se défaire de ces addictions? Et c'est vrai que donc la forme, elle est très bonne, hein, parce que du coup, on rigole du début à la fin. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Déjà, pardon, je reprends. Le film, il démarre vraiment en symétrie parfaite, et dans les gags et dans les dialogues. C'est-à-dire que donc on a deux couples, hein, le couple formé par Didier Bourdon et j'ai oublié le nom de l'actrice, elle me pardonnera, j'espère, mais qui est un couple un peu BCBG, bourgeois, nouveau riche. Et en Ouais, face, on a le couple pauvre, cégétiste et prof de banlieue avec Bernard Campan. Et donc, quand une scène commence chez l'un, elle se termine chez l'autre. Comme en mode, ben, ce qui se passe chez un couple, ça se termine de la même façon chez l'autre. Et tout est en symétrie pendant la première heure. Alors, c'est amusant au début, mais après, au bout d'une heure, ça commence un petit peu à lasser. On a compris le principe, quoi. ouais. Et même dans les gags visuels, hein, enfin, le premier gag visuel, c'est la voiture immatriculée naze pour l'un et bof pour l'autre. Bon, c'est un peu lourd au bout d'une heure, j'ai trouvé. Comment t'as trouvé le début, toi? Alors, le début, moi, je te dis, hein, sur la première heure, moi, même quand je le regarde aujourd'hui, voilà, je rigole à chacune des blagues. Et comme tu dis, avec la symétrie parfaite, voilà, on se dit bah, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, et bah, du coup, en fait, c'est la même merde et c'est difficile de la même manière chez l'un et chez l'autre, hein. Il y a pas d'inégalité là-dessus. Et après, comme je te disais, ouais, au bout d'une heure, et ben vraiment, on se lasse et on a du mal à rester dedans. Et la fin est, en mon sens, quelque peu trop bâclée. Ouais. Alors après, je rectifie quand même un petit peu ce que je dis, hein. Je dis pas que je me suis ennuyé, hein. Moi, j'ai rigolé aussi sur les gags et le film, et surtout l'écriture. Je le répète, elle est nickel, l'écriture. C'est vraiment une écriture de qualité. Mais de Regardez. regarder ça en plusieurs fois 20 minutes, j'aurais peut-être sans doute plus apprécié ça que d'un coup, quoi. Peut-être, mais complètement. Après, il y a vraiment des scènes qui valent le coup d'œil, hein, donc vraiment, c'est pour ça qu'on vous conseille aujourd'hui, dans l'instant culte, ce film. Voilà, moi, j'ai une scène qui me revient en tête et qui toujours me fait exploser de rire. C'est quand tous les deux, en fait, à 1 heure du matin, bah, ils n'arrivent pas à dormir parce que forcément, ils ont envie de fumer, donc ça provoque des insomnies. Et du coup, ils descendent au tabac du coin, tous les deux. Ils se retrouvent dans le même tabac pour acheter des cigarettes, sauf qu'ils se retrouvent l'un et l'autre dans la file d'attente à quelques personnes, et donc du coup, ils veulent tous les deux acheter un paquet de clopes, mais au final, ils vont acheter tout à fait autre chose pour pas se faire griller par l'autre. Et je trouvais Ouais. cette scène vraiment, vraiment risible avec le patron de bar qui est excellent dans son rôle de mec qui vend des clopes la nuit dans un bar. Et donc, le gars, c'est un gros hipster avec des tatouages partout et qui, du coup, se retrouve à vendre des chewing-gums et des pèses à 2 heures du mat à deux pauvres mecs en imperméable court, quoi. Ouais. Moi, ma scène préférée, c'est la scène encore de nuit, lorsqu'il se réfugie chez le, j'allais dire, chez le gourou de la secte anti-tabac, euh, et que bah, c'est la scène avec toutes les poupées, euh, toutes les poupées horribles.
C'est vraiment une scène, moi, qui m'a vraiment fait rire. On mettra, tiens, les deux scènes en extrait sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas vu pas vu le film. Mais ce qui est vraiment très bien écrit, encore une fois, hein, je répète ce que tu dis, mais dans ce film, c'est que vraiment, on se rend compte que les addictions, malgré qu'on veuille s'en défaire, et donc ça, après, il faut aller jusqu'au bout du film pour le voir, mais en fait, elles restent ancrées en nous et on n'arrivera jamais à s'en défaire. On peut lutter contre, continuer à lutter contre, mais jamais une addiction, on n'arrivera à l'éteindre complètement. Elle est inscrite au plus profond de notre être. Oui, parce qu'on est toujours en quête de sens et en quête de spiritualité. Voilà. On peut aller vers Nietzsche, Kierkegaard, où notre soif de consolation est impossible à rassasier, Kierkegaard. Donc oui, ce côté-là, pour d'autres c'est la bouffe, pour d'autres c'est la cigarette, pour d'autres c'est le sexe. Enfin, nos addictions font partie de qui nous sommes. Sans elles, serait-on humain? Point d'interrogation. La 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 la. En tout cas, c'est vraiment un film, voilà, vous savez pas quoi regarder, voilà, un dimanche soir, vous êtes avec votre moitié ou tout seul sur votre canapé et vous n'avez pas envie de regarder un film plombant, lourd, vous avez envie de regarder un film voilà, qui va pas vous faire réfléchir, mais qui va vous faire sourire ou rire. Voilà, on vous conseille vraiment le Paris, voilà, qui met en scène deux inconnus, deux des trois inconnus de l'époque, et voilà, qui par contre resplendissent aussi par leur jeu parce qu'ils sont vraiment très bons l'un et l'autre dans leur rôle respectif. Ouais, les acteurs, ils jouent bien. Ça mérite d'être dit, tu as raison, parce qu'on dit souvent du mal des acteurs français dans l'émission, mais là, ils jouent tous très bien, quoi. Ouais, et avec Chevalier et Las Palais, hein, on le répète, donc qui jouent les gourous un peu de la secte qu'il fréquente pendant un moment, et qui eux aussi hein, étaient des gros humoristes de l'époque et qui tiennent bien leur rôle, dans ce film. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'un film comme ça, ce serait encore possible aujourd'hui parce que donc, les inconnus, et notamment Bernard Campan, hein, pardon, Didier Bourdon, qui continue surtout, lui, à vivre du cinéma aujourd'hui, dit qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus jamais faire ce qu'il a pu faire, en tout cas avec ses deux partenaires de l'époque. Alors ça, c'est une question piège. Avant de répondre, je vais étayer ma réponse en disant que même si c'est un film qui date de 1997, il y a quand même des thèmes qui font écho aujourd'hui, hein. Campan est prof de collège, et on voit quand il arrive au collège qu'un de ses collègues professeurs se plaint parce qu'un parent d'élève est venu le voir, il lui a cassé le bras parce qu'il n'aimait pas ses méthodes d'enseignement. Et ça, c'était déjà en 97, quoi. L'histoire ne fait que se répéter, j'ai l'impression. Après, de dire ça, c'est Bourdon ou Campan qui dit ça? C'est Campan. Ah non, c'est Bourdon, pardon. C'est Bourdon qui dit qu'aujourd'hui, ils ne pourraient plus faire les inconnus comme ils l'ont fait il y a des années. Qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui serait censuré directement par la bien-pensance du peuple français. Ouais, bon, moi, j'y crois pas trop. Oui, il pourrait le faire, honnêtement. Ça aurait peut-être moins de retentissement, mais il ferait comme à la Tracy ou d'autres, ils auraient leur public et leur aficionado, on va dire. Mais je vois rien qui dérange dans le pari, hein, honnêtement, hein. Je Alors vois non, pas ça pourquoi. dérange pas, mais regarde, ça dérange pas, mais aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, faut plus montrer de cigarettes à l'écran Ah oui, c'est vrai ça. voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais faire un film centré sur la cigarette? Est-ce que les maisons de production accepteraient ça, tu vois? Voilà, non, non. Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, alors oui, un film, ça reste un film léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus, il y a pas non plus il y a pas non plus l'accent appuyé sur des différences ou sur des inégalités. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils arriveraient plus difficilement à faire des films comme ils proposaient à l'époque, hein, des films ou des sketchs, de par toutes les personnes qui tombent sur le dos de chaque humoriste qui veut tenter de faire quelque chose de différent. Ça me fait alors, aucun rapport, hein, mais la semaine prochaine va sortir une interview d'une autre émission de la nuit du dimanche qui s'appelle Précédemment, et c'est l'interview d'un boxeur champion, le champion de France en titre,
Lancelot de la Chapelle, et qui a un compte Instagram et qui nous dit qu'un parcours sans faute sportif, c'est aussi un parcours sans faute sur les réseaux sociaux. C'est effrayant quand même. Hein. Ah oui, bah oui, mais ça m'étonne absolument pas. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, que ce soit chez les sportifs, que ce soit chez toutes les personnes médiatisées, en fait. Effrayant. Mais écoute, sur ces belles paroles, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Voilà. Nous sommes vos amis. On fait une petite pause musicale, ça te va? Voilà, après vous avoir conseillé le film Le Pari, n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires si vous l'avez vu ou si vous le regardez. Bah écoute, oui, je te laisse choisir la musique. Qu'est-ce que tu veux écouter? On va écouter Lorenzo, la Fantomerie. On se retrouve après. On va les appeler les fantômes, comme ça tout le monde va les reconnaître. Ceux-ci vivent dans un monde subtil d'énergie, de vibration qui est en parallèle du monde terrestre, des capacités d'énergie qui font qu'ils peuvent bouger des meubles, s'asseoir sur un lit, toucher les gens qui sont ici. Ils disent que je suis fou, que j'ai des allus, comme si tout se passait dans ma tête. Mais la vie de ma mère, je les ai vus, j'étais rappeur, maintenant je suis prophète. Toi, contrer le maléfice, changer le destin, refermer la porte des ténèbres. Des mauvais esprits, il en reste plein, je dois tous les chasser comme les Warren. Partout où je vais, je suis pourchassé par mes démons, mes fantômes du passé. Oui, les soirs de pleine lune, j'ai des visions, je fais des incantations dans la forêt. On specte des monstres à la machette, j'ai tous les gris-gris, tous les gadgets. Y'a beaucoup de preuves sur les cassettes. Oui, on chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. Ghostbusters. Même après la mort, c'est pas fini. C'est pas anormal, c'est pas surnaturel. Je parle avec les morts, je vois des esprits. Les murs ont des bras, des jambes et des oreilles. Méfie-toi des prêtres et des pasteurs. Font talent le camion avec Scooby. Dépressif depuis la mort de Dobby dans Harry Potter. Maudit depuis ado. J'en sais beaucoup, j'en dis pas trop. Alien dans le panier du vélo. J'ai élevé des rats, des corbeaux. Qu'on se le dise, la fantomerie c'est mon dièse. Le monde de l'au-delà on le baise. Tous les soirs comme vendredi 13. Oui, on chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. Ghostbusters. On specte des monstres à la machette. J'ai tous les gris-gris, tous les gadgets. Et beaucoup de preuves sur des cassettes. Oui, oui, oui. La fantomerie c'est mon dièse. Le monde de l'au-delà on le baise. Tous les soirs comme vendredi 13. Oui, on chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. La fantomerie. Ghostbusters. Aujourd'hui, la parapsychologie jette un regard nouveau sur ce type de manifestation. Sans fermer la porte à une transcendance avec l'au-delà, les parapsychologues croient que ces phénomènes seraient davantage liés à une science inconnue ou à une forme de perception extrasensorielle. Les gens se foutent de nous. Mais nous, on n'est pas fous, on sait très bien. Tu check. Jette. Oui, alors tu jettes, c'est pour lancer un sujet sur le Puy du Fou. Je suis désolé, je me suis aperçu que je n'avais pas de vrai jingle pour ce type de discussion, vu que c'est la première fois qu'on va parler de spectacle vivant. C'est bien, ça ouvre les portes à d'autres. On aura un jingle un peu plus adéquat pour les prochaines fois. Je te laisse la parole, James. Eh ben écoute, le Puy du Fou, pourquoi on a choisi de mettre le Puy du Fou dans cette émission aujourd'hui? Eh ben voilà, c'est que la semaine dernière, moi j'étais en vacances et du coup j'habite à 2 heures du Puy du Fou, donc qui se trouve en Vendée. Et donc du coup j'ai eu envie d'en parler. Pourquoi? Parce que on parle ici de pop culture, on parle de séries télé, on parle de cinéma. Et en fait, moi je me suis rendu compte en allant au Puy du Fou la semaine dernière que j'ai passé vraiment une journée comme si j'avais été dans un cinéma pendant 10 heures. Donc voilà pourquoi on parle du Puy du Fou aujourd'hui. Donc le Puy du Fou, hein, c'est un parc d'attractions où sont proposés énormément de spectacles à des époques différentes. Donc un spectacle sur les Vikings, un spectacle sur les mousquetaires du Richelieu, sur les gladiateurs, voilà, et plein de choses comme ça. Est-ce que tu connais toi déjà le Puy du Fou, Chris? Eh bien, voilà, c'est le problème. Je ne connais absolument pas le Puy du Fou. Je ne suis jamais allé au Puy du Fou. Et tout ce que je sais, c'est pas grand-chose. C'est que c'est un spectacle et basta.
Donc, je suis ouvert à toutes tes précisions. Par exemple, tu dis que c'est un parc d'attractions. Donc, moi, de base, je pensais que c'était juste un spectacle. Ça veut dire que tu te balades dans ce parc, il y a Oui, des oui, activités, il y a quoi? alors, alors, il est catalogué comme dans les parcs d'attractions parce que c'est vraiment un immense domaine où tu te balades et tu vas de spectacle en spectacle qui sont à des endroits bien différents et bien définis. Euh, avec sur le spectacle de Richelieu, à côté, il y a un bourg, c'est le bourg qui se passait au moment de la Renaissance. Au niveau des Vikings, il y a un village viking avec des huttes vikings comme à l'époque. Il y a un village gallo-romain près du signe du triomphe, le spectacle qui retrace un peu la vie des gladiateurs. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un spectacle permanent, en fait. Alors, c'est un spectacle permanent, c'est-à-dire que tout au long de la journée, c'est des spectacles qui durent entre 25 et 35 minutes. Et en fait, tout au long de la journée, on essaie de faire son planning pour aller voir un maximum de spectacles qui sont joués que 2 ou 3 fois chacun dans la journée. Mais du coup, quand il n'y a pas de spectacle, il y a pas de, comme sur les autres parcs d'attractions, genre, il n'y a pas de Mickey qui vient faire des coucous, prendre une photo avec moi. C'est Non, non, ça non, ou? non, 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 pas du tout. Non, 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 il n'y a pas il y a pas de mascotte, il n'y a pas D'accord. de vedette. Mais après, en fait, si tu veux, si, tu as des points photos dans tous les villages où tu peux te déguiser en viking pour prendre une photo. Tu as des points de restauration partout. Et après, de toute façon, les spectacles sont si bien calibrés qu'en fait, tu n'as pas le temps. En fait, tu finis un spectacle, tu marches pendant 20 minutes et tu vas à l'autre spectacle, tu attends un quart d'heure, le spectacle commence et ainsi de suite. Et ça dure comme ça pendant 10 heures. Ok, d'accord, c'est staccato vite, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment. On voit pas le temps passer. Et vraiment, quand on aime le spectacle et les histoires, voilà, c'est des petits. En fait, on voit des petits films, des mini-films de 30 minutes avec des acteurs vivants, quoi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça m'étonne pas que tu connaisses pas trop parce qu'en fait, alors pourtant, c'est étonnant hein, parce que le parc a quand même été élu à plusieurs reprises meilleur parc d'attractions du monde, hein, le Puy du Fou. Hein. Ok. Donc voilà. Donc oui, c'est pas un parc d'attractions avec des manèges à sensations, c'est vraiment que du spectacle vivant. Et pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, il y a aussi des spectacles qui se font tout au long de la journée. Donc c'est-à-dire que c'est pas des spectacles, mais c'est des. Je te prends un exemple. Par exemple, il y a une attraction qui s'appelle les Amoureux de Verdun et on rentre dans un sous-sol et en fait on rentre en fait dans des tranchées et en fait c'est un spectacle avec des pantins en fait et ça retrace un peu l'histoire des tranchées de Verdun à l'époque. Donc ça c'est un parcours en fait si tu veux, c'est pas un spectacle mais c'est un parcours qui va durer 15 minutes et qui va nous amener à travers les tranchées de Verdun et Ok, comment vivent alors, les soldats. ouais, tu vois, je savais pas du tout ça. Je savais pas que c'était une succession de spectacles et d'attractions. Je pensais que c'était juste, c'était une salle de spectacle, quoi. Tu t'asseyais, tu t'asseyais, puis pendant 2 heures, tu regardais un truc et puis tu rentrais chez toi. Non, c'est Non. complètement différent de ce que j'imaginais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une idéologie derrière? Je dis ça parce que je sais qui est à la Oui. tête. Est-ce qu'on sent son idéologie Alors oui, ou on pas? sent son idéologie. Tous les spectacles sont tournés, alors pas tous, mais la majeure partie des spectacles sont tournés vraiment à fond vers la religion. Hein, on peut le dire. Hein, donc le créateur du parc, je te laisse citer son nom. Oh, non, c'est hors de question que je me salisse la bouche avec ce nom-là. Mais donc, on voit son idéologie, quoi. Bon, c'est Oui, dommage quand même. oui, c'est très dommage. Alors après, on voit pas son idéologie des années 1900 milieu du siècle, on va dire, du siècle dernier. Mais par contre, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a une idéologie très arrêtée et qui, voilà, autour de ces spectacles, il faut toujours qu'il y ait une référence à la religion, une référence à sa Vendée, parce que le créateur du parc, lui, vient de Vendée et du coup, en fait, tous les spectacles sont un peu issus d'histoires, pas tous, mais quasiment sont issus un peu d'histoires vraies de personnages réels qui ont existé en Vendée. Et donc, tout est romancé un peu autour de ça. Mais voilà, après, voilà, il faut passer faut faire abstraction de à qui on va donner de l'argent quand on va dans ce parc-là. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil et ça vaut vraiment le coup d'aller prendre des cours d'histoire et tout ça en spectacle vivant. Moi, je me suis toujours dit, j'aurais adoré avoir un prof d'histoire qui était tellement passionné du Puy du Fou que ses cours, en fait, il en faisait des scénettes, tu vois. Et c'est vraiment beau.
Après, ce qui est aussi super important à dire, c'est que mine de rien, le Puy du Fou, on peut penser ce qu'on veut de son créateur, mais aujourd'hui, le Puy du Fou, alors forcément, hein, c'est estival, hein, donc entre avril et octobre, c'est grâce au Puy du Fou, c'est la région, donc la région, en Vendée, le département de la Vendée, c'est là où il y a le moins de chômage pendant 8 mois dans l'année. Parce que forcément, les habitants, enfin, je veux dire, ça doit être énorme, mais ça doit être quasiment un habitant sur 5 qui travaille avec le Puy du Fou. Oui, d'accord. C'est pas que du bénévolat comme les détracteurs le disent, quoi. Oui, non. Ah non, pas du tout. Et alors, en fait, il y a très très peu de bénévolat. Le seul bénévolat qu'il y a au Puy du Fou, c'est pendant la cinécénie. Donc c'est peut-être ça dont tu as entendu parler. La cinécénie, c'est un spectacle qui de mai à septembre est joué uniquement le vendredi et le samedi. Et là, c'est 2h30 de spectacle au niveau de la grande de la première acquisition en fait du Puy du Fou, qui est un énorme lac avec un ancien château derrière. Et du coup, c'est une scénette qui retrace l'histoire de la Vendée au fil des siècles. Et ça, le Puy du Fou a commencé avec ce spectacle avant de s'agrandir et de proposer autre chose. Bon, alors écoute, moi, mon âme de vieux gauchiste a envie de dire n'y allez pas. Non, il ne faut pas. Voilà. Non, mais après, je suis d'accord pour reconnaître que c'est du travail, que c'est des artistes et qu'ils s'impliquent là-dedans. Mais bon, je suis vraiment mitigé sur l'idéologie qu'il y a derrière, hein, honnêtement. Hein. Oui, après, ça se comprend, mais je pense vraiment qu'il faut savoir faire abstraction parce que aussi, voilà, hein, je veux dire, sans ça, c'est des acteurs qui vont avoir, qui tous les ans vont avoir des contrats ici et qui vont commencer à se lancer là-dedans voilà, pour être intermittent du spectacle. Et voilà, il y a une idéologie de base du créateur du parc, mais qui n'est pas non plus à 100% reflétée à travers tous les spectacles. Alors oui, sur certains spectacles, quand on est très gauchiste comme toi ou moi, voilà, c'est un peu lourd. Mais par contre, il faut faire abstraction de ça pour voir la magie qui s'en dégage. Et notamment sur le dernier spectacle, hein, le dernier spectacle donc, qui a été élu l'année dernière meilleur spectacle au monde, qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. Et c'est des prouesses techniques qui sont faites dans chacun des spectacles. Et dans ce spectacle-là, en fait, c'est un spectacle qui est fait en noir et blanc. Donc c'est un spectacle vivant, mais avec un jeu de lumière. En fait, on a l'impression d'être projeté dans les années 1915, 1914 plus exactement, juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, en fait, le spectacle est complètement en noir et blanc, avec des touches de couleur uniquement sur les tenues des acteurs. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est une prouesse magnifique. Ok, écoutez, si parmi les auditeurs et auditrices, il y a des personnes de gauche qui ont été voir le Puy du Fou, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Mais bon, moi, de base, je rejette. De base, je rejette, de par mon passé de gauchiste. Je suis désolé. Mais je comprends tes arguments et je répète, hein, d'accord, c'est des artistes. Et oui, il faut voir aussi la magie dans un spectacle. Et tout spectacle est forcément politique. Et s'il est politique, bon, enfin, c'est pas le lieu de débat. Et alors, c'est pas fait pour ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi j'ai juste envie de dire foncez au Puy du Fou parce que voilà, c'est un parc d'attractions différent, c'est le seul parc d'attractions qui propose ça au monde et que on a de la chance d'avoir ça mine de rien sur notre sol français et que c'est dommage de ne pas y passer. Ça marche. Écoutez, faites-vous votre avis et moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Et puis, on peut passer à la suite si tu es d'accord. Eh ben c'est parti. En avant. On regarde quoi, tonton? Ok, on parle d'un dessin animé qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Nimona. Exactement, mais alors avant d'être d'un dessin animé, c'était surtout une BD. Alors ça, je ne savais pas du tout, tu me l'as appris. Je ne savais pas. Une BD de Noël. Ah, j'ai mangé le nom. Si tu l'as en tête ou si tu sais me le retrouver. Alors, on va le retrouver. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du coup? Alors le pitch, on va faire le pitch, oui, effectivement. Donc c'est l'histoire d'un chevalier qui s'appelle Black Alistair, Alistair Blackheart, pardon, et donc du coup qui a été mis un peu de côté suite à une machination par l'institut qu'ils appellent. Donc c'est
c'est l'organisation qui régit un peu la vie, en sécurité. tout cas, la sécurité et la vie dans ce village. Et donc, du coup, lui, il décide en fait de se révolter contre eux et essayer de prouver son innocence. Et arrive à sa porte une jeune métamorphe donc, qui s'appelle Nimona et qui a le pouvoir de se changer en n'importe quel animal ou prendre l'apparence de n'importe quelle personne. Et donc, ensemble, ils vont agir pour prouver l'innocence de ce dont on accuse le héros et essayer de renverser le pouvoir. Ouais. Et c'est écrit à la base par N.D. Stevenson. Je ne sais pas ce que veulent dire les initiales N.D. Noel D. Stevenson. Parfait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'adaptation? Moi, j'ai apprécié le dessin. Est-ce que le dessin, toi qui connais la BD, se rapproche du style de la BD ou pas du tout? Ah oui, c'est exactement le même. C'est exactement le même dessin. Enfin, ça s'en rapproche vraiment beaucoup. Tu le vois d'ailleurs hein, sur la couverture du livre, donc ça s'en rapproche beaucoup. Et au niveau de l'histoire, alors le dessin animé a pris une grosse liberté. Mais donc moi, j'ai commencé d'abord aussi hein, par voir le dessin animé sur Netflix, l'animé sur Netflix, et ça m'a donné envie d'acheter la BD. Là, alors, le dessin animé est excellent, la BD est excellente. Il y a quelques scènes en fait qui se rejoignent, mais la BD, c'est mine de rien une histoire un peu complètement différente. Ça commence pas du tout pareil, les liens entre les personnes ne sont pas du tout les mêmes, mais en fait, c'est très novateur, c'est-à-dire qu'ils ont voulu retranscrire la BD en animé, mais ça aurait été une chose difficile à faire parce que la BD, elle est quand même conséquente, hein, elle fait quasiment 300 pages, et donc du coup, ils ont un peu réinventé l'histoire, mais tout en gardant le fond. Ils ont changé un peu la forme, mais ils ont gardé le fond. Et j'ai trouvé ça vraiment. Et ben en fait, on a l'impression de voir deux choses complètement différentes, mais vraiment dans le même univers et avec le même style. Et moi, j'ai envie de dire déjà chapeau à Noel D. Stevenson pour l'écriture de sa BD qui a raflé de nombreux prix. Et chapeau aussi à Netflix pour l'adaptation. Et je pense que, alors là, je dis peut-être des bêtises, mais je pense que Noel D. Stevenson a participé aussi à la réécriture du script pour en faire un animé à cette hauteur-là. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis du coup. Alors le fond hein, de l'animé, enfin, du dessin animé du coup qui est sur Netflix, c'est l'histoire de l'acceptation de soi, des différences, la lutte pour l'égalité de droits de tout le monde. Ça se retrouve aussi dans la bande dessinée? Ça se retrouve complètement dans la bande dessinée. D'accord. Et le dessin animé, lui, est très LGBT compatible, on va dire. C'est aussi dans la bande dessinée? Non, justement, pas du tout, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, en fait. Il y a des tendances. Alors, après, j'ai été un peu influencé parce que, comme je te dis, j'ai vu le dessin animé avant de lire la BD. Donc, on peut le dire, hein, déjà, c'est ça qui est beau, c'est que voilà, c'est quelque chose qui se passe entre guillemets au temps des chevaliers, alors très technologique, hein, parce que c'est des chevaliers qui ont des iPhones, qui ont des barrières de sécurité vraiment high-tech, qui ont des armes laser. Mais en tout cas, c'est plongé dans une idée un peu médiévale, néo-médiévale, j'ai envie de dire. Et il faut savoir que donc du coup, donc ça on le sait dès le début hein, du dessin animé, voilà, on a un personnage principal, donc un chevalier, donc qui est le signe de la masculinité hein, quand même, qui lui est homosexuel avec donc son petit ami qui est un autre chevalier. Ça par exemple, ça se retrouve pas du tout dans la BD. Alors, encore une fois, j'ai peut-être été influencé en ayant vu le dessin animé avant, mais on sait que les deux héros, les deux personnages principaux, hommes, donc Golden Loin et Black Heart, dans le dessin animé sont homosexuels, et dans le livre, dans la BD, on voit qu'ils ont un lien, mais c'est jamais dit précisément qu'ils sont ensemble. Ouais, c'est souvent comme souvent dans les bandes dessinées, les mangas, etc. C'est plus de la bromance, on va dire. C'est bien ça ou pas? Oui et non. J'ai envie de te dire, j'ai tellement été influencé étant donné que j'ai vu le dessin animé avant et que je m'attendais justement à ce que ce soit révélé plus loin dans la BD, et ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, à plusieurs reprises, il y a Sir Golden Loin qui veut dire quelque chose absolument à Sir Blackheart, et on n'arrive jamais à savoir ce que c'est. Et à la fin, non, ça n'est pas dit clairement. Et c'est voilà, plus une amitié qu'autre chose.
Ouais, la BD est plus, j'allais dire, est plus subtile dans le sens où elle ne dit pas les choses clairement comme c'est dit dans la comme dans le dessin animé, Oui, et ça ouvre à la réflexion, quoi. Est-ce exactement. que c'est quelque chose qui peut se dire? Est-ce que l'amitié, c'est forcément un sentiment amoureux? C'est intéressant. Je vais acheter de ce pas cette bande dessinée et la lire, du coup. Ouais, alors, et toi, C'est aux éditions d'Argo. voilà, tu me diras vraiment ce que tu en penses parce que vraiment, en fait, c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. C'est-à-dire que j'ai adoré le dessin animé, j'ai adoré la BD, mais j'ai été un peu déçu en lisant la BD. Ouais, Bah écoute, je l'achète et puis on en reparle. c'est-à-dire que j'ai trouvé en fait j'ai trouvé le dessin animé vraiment très bien structuré et j'ai trouvé que la BD était beaucoup moins structurée et laissait beaucoup trop d'interrogations. Alors Mais moi, peut-être c'est les interrogations, ça ne me gêne pas, tu vois. non, Par non, exemple, mais moi non plus, ça me gêne pas. Mais peut-être que ces interrogations, je les ai eues parce que j'ai vu l'animé avant. C'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais en fait, j'ai été perturbé. Voilà, j'ai passé un très bon moment en lisant cette BD. J'ai adoré la BD, mais j'ai été très perturbé parce que peut-être que ben, j'en voulais plus en fait. ok, mais tu sais ce qu'on va faire pour conclure. On conseille absolument de regarder le dessin animé sur Netflix, Nimona, et on reparlera de la BD quand je l'aurai lu dans un petit check du jet. Ça te va? Voilà, on fera ça, on fera ça. Mais vraiment, oui, encore une fois, on insiste. Regardez Ouais. cet animé qui vraiment est une ode aux différences, est une ode à l'acceptation de soi, à l'acceptation de chacun, et qui est drôle à souhait en plus. C'est qu'en plus, on rigole du début à la fin avec, parce que là, on a beaucoup parlé des chevaliers, mais le personnage principal, c'est quand même Nimona, hein, donc la transmorphe, qui a une histoire sublime, qui a une Ouais, histoire. elle est géniale. Voilà. Et donc cette histoire, encore une fois, ne se retrouve pas dans la BD. Il y Ah a bon, mon Dieu, ok, d'accord. Voilà, il y a Alors plein pourtant, d'interrogations. Il y a plein d'interrogations sur le personnage de Nimona dans la BD. D'où vient-elle? Le lien qu'elle avait avec l'ancienne guerrière d'il y a 1000 ans auparavant qui a fondé cette cité pour protéger de tout monstre cette cité. Tu vois, voilà, c'est de là où je te dis que j'ai eu des interrogations qui quelque part m'ont dérangé. Et en fait, j'ai vu, généralement c'est l'inverse quand tu lis un livre et que tu regardes le film, et ben du coup, il te manque des choses. Tu dis ah oui, mais attends, ça, il y avait ça dans le livre, il y avait ça dans la BD, on me l'a pas servi, on me l'a pas servi à l'animé ou pendant le film. Et ben là, c'est complètement l'inverse. ok, super. Bon, je regarderai ça, on mettra les liens sur les réseaux sociaux aussi, et puis on en reparle, on reparlera de la BD incessamment sous peu. Alors, peut-être ou en juin ou à la rentrée, on verra bien. C'est ça. En tout cas, je vous en prie, regardez ce dessin animé Nimona qui vraiment est sublime. Ouais, sans hésitation, hein. Regardez plus Nimona, par exemple, que le Paris. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À choisir. Ouais. On t'a coupé, ou j'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je dis, je suis d'accord avec toi. Ah, pardon, c'est moi qui Je ai sais que tu failli. n'as pas l'habitude que je sois d'accord avec toi, mais voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on arrête là? Eh ben, écoute, on va pouvoir se dire au revoir et se dire à la semaine prochaine. Mais juste avant, j'aurais aimé que tu me dises si je t'avais conseillé une BD il y a pas mal, enfin, il y a un petit temps maintenant. J'aurais aimé savoir si tu avais commencé à la lire ou si tu avais fini. Est-ce que tu vois de quelle BD je veux parler? Tu veux parler des Indes fourbes? Ouais, exactement, tout à fait. Oui, alors ça y est, j'ai ouvert les Indes fourbes. J'ai aussi lu Old Man Logan, mais j'en ai parlé déjà de Old Man Logan. Non, ben non, non, on en a parlé la Alors, semaine dernière. Old Man Logan, tu l'avais conseillé aussi et je l'ai lu. Tu as raison, c'est une super bande dessinée, un super comics. J'allais dire nostalgique, ambiance crépusculaire. Vraiment, il faut le lire. Et Les Indes fourbes, ça y est, j'ai commencé à le lire. J'ai lu le premier chapitre de la bande dessinée, qui est divisé a priori en chapitres. Et le premier truc que je peux dire, c'est qu'on est pris tout de suite dans l'histoire et que surtout les dessins, ils sont exceptionnels. Exceptionnel. Mais vraiment, les dessins, j'ai jamais vu c'est rare que je vois une bande dessinée aussi jolie, quoi. Joli et aussi C'est de réaliste. l'art, quoi. Bon, ouais, Super. ouais. Le dessin est vraiment très. On a l'impression à chaque case de voir un tableau. Ouais, c'est ça. Tu regardes les détails. C'est vraiment super dessin. Mais je ne l'ai pas encore fini, j'en suis au chapitre 1. Bon, bah, ça marche. Ben, on pourra en discuter plus tard alors. Ouais, la semaine prochaine.
Ben super, on s'arrête là. Allez, c'est parti, on s'arrête. Écoute, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et je te laisse choisir la chanson en guise de générique de fin, James. Eh ben, est-ce qu'on n'écouterait pas, tiens, M, je suis une cigarette. En avant. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Je fume comme je respire. Comme un pompier, non, c'est bien pire. L'oxygène est un vieux souvenir. Mes poumons touchent si tu oses. La pollution n'aide pas les choses. La vie n'est pas toujours très rose. Quand je suis au bord du dégoût, je m'écrase la tête dans le cendrier, au bord de la route, dans un égout. Je ris jaune, regardez plutôt mes dents. Je ferme la bouche la plupart du temps, je vous l'avoue, c'est très gênant. C'est très gênant. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. À la dernière allumette, je craque. Il est 3 du mat, c'est le désert. Plus une clope, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me casse en caisse au bout de la terre. Le sport, je m'essouffle rien que d'y penser. Même pas besoin de faire un essai. Je cours 100 mètres, je te fous la paix. Je te fous la paix. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. À la dernière allumette, je craque. Coupable du soir au matin, une cartouche entre les mains, je fume en pensant à demain. Avec ma tête de mégot amer et mes idées ultra légères, je fais un tabac d'enfer. Je me vois déjà dans un cercueil d'allumettes, avec écrit sur la plaquette: fumeur de cigarettes. Fumeur de cigarettes. Fumeur de cigarettes. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. À la dernière allumette. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. À la dernière allumette, je craque.